Radio J. Les chansons de ma vie, Frédéric Zetoun. Radio J. Bienvenue à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous des chansons de ma vie sur Radio J. Aujourd'hui, notre invité était parti pour être architecte, décorateur d'intérieur. Finalement, les heureux hasards et les heureuses rencontres de l'existence ont fait de lui un éminent décorateur de nos vies depuis plus de 40 ans. Comédien, scénariste, au théâtre, au cinéma, son nom au générique d'une pièce ou d'un film est toujours synonyme de qualité et de populaire au sens le plus noble du terme. C'est monsieur Daniel Rousseau que je suis ravi d'accueillir aujourd'hui. Bonjour Daniel, comment allez-vous ? Bonjour, très bien. Et décorateur de vie, ça vous va comme C'est joli, c'est très beau. C'était le lien avec, c'est bien. avec votre première activité. Alors, Daniel, aujourd'hui, votre actualité, depuis le 18 janvier, c'est Albert et Charlie au Théâtre Montparnasse, une pièce d'Olivier Dutaïs, mise en scène par Christophe Lido. Alors, dans cette pièce, Albert et Charlie, c'est Albert Einstein que vous incarnez, et Charlie Chaplin, qui est joué, je crois, par Jean-Pierre Laury. Jean-Pierre Laury, voilà. Et moi, j'ai une assistante dans celle qui a toujours accompagné Albert Einstein, qui est Elisa Benizio. Elisa Benizio, ça me dit quelque chose. Ce serait pas la fille de Shirley et Dino ? Bravo. C'est elle ? Oui. Une comédienne extrêmement prometteuse. Oui, absolument. Alors, ces deux monstres sacrés, dans la vraie vie, ils sont vraiment connus ? Ah oui. Oui, non, mais bien sûr, parce que il était même à une première d'un film de Chaplin. Albert. Oui, non, bien sûr, ils se connaissaient, bien sûr, absolument. Et qu'est-ce que deux personnages aussi brillants, mais évoluant dans des univers totalement différents, pouvaient avoir à se dire ? Il y avait surtout de la part de Chaplin une admiration pour Einstein, bien sûr. Et réciproque, j'imagine. Et c'était réciproque, bien sûr, de l'autre côté, évidemment, quoi. Mais leur vie ont été tellement extraordinaires, à tous les deux, avec beaucoup de soucis en même temps, tous les deux, c'est ça. Dans la pièce, d'ailleurs, on apprend plein de choses. Moi, j'ai appris plein de choses. Et je crois que la pièce démarre, si mon petit doigt m'a bien renseigné, au moment où Charlie Chaplin va aller tourner Le Dictateur. Voilà. Et il vient en parler à Einstein. Non, mais c'est-à-dire qu'il veut absolument avoir son appui. D'accord. Voilà, c'est très important. Il veut la caution d'Albert. Il veut la caution d'Albert, mais Albert, quand il lui dit « Je voudrais faire une comédie, que pensez-vous d'une comédie sur Hitler ?» Et là, il comprend pas. On est en quoi ? On est en 39, 40 à ce moment-là, c'est ça ? Il fallait oser faire un film, faire Le Dictateur à cette époque-là, à ce moment-là. Mais il veut ridiculiser Hitler, mais Einstein ne comprend pas ça. Ça en devient drôle d'ailleurs. Bien sûr, c'est complètement aberrant pour Einstein. Et l'auteur de la pièce est parti de documents d'archives. Oui, totalement. Donc tout ce qui est dit dans la pièce est vrai. Ah bien sûr. C'est absolument incroyable ça. On se prépare comment pour entrer dans la peau d'Albert Einstein ? C'est quand même pas le mec le plus facile à incarner. Non, mais moi je vais vous raconter juste une petite histoire comme ça, parce que quand je débutais, j'étais jeune apprenti comédien, et un copain me dit viens, on va dans un cours, il est formidable ce cours. Moi j'y vais, et là je vois le professeur qui dit à l'élève, il dit t'as appris tout de la vie de ton personnage ? C'est un personnage existant. Oui. Il dit, je connais toute sa vie. Tout. Je sais tout sur lui. Quand il est né, ce qu'il a fait, tout. Jusqu'à ça. Moi, je connais tout. Eh ben, tu es lui. Alors maintenant, joue. Tu es lui. Et il était très mauvais. Donc, ça sert à rien. Donc. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ça ne sert à rien. Mais non, c'est que bien sûr qu'il avait tout appris de ce personnage, bien sûr, mais en définitive, moi, il avait juste pas appris à l'incarner. Non, mais voilà, le plus important. Après, j'ai retrouvé un autre professeur qui, d'un seul coup, m'a dit l'important, c'est le texte. Oui. Il y a une manière de dire un texte, il y a une manière de mettre un mot en valeur. De le goûter, de l'envisager. Évidemment. Vous savez, la différence, c'est comme les politiques ou les acteurs, il y en a qu'on entend, et puis il y a ceux qu'on écoute. Il faut être surtout du côté de ceux qu'on écoute. Ce qui est très important. C'est ce que vous faites tous les soirs au Théâtre Montparnasse. Voilà, il y a quand même une manière de mettre en valeur un texte, le texte d'un auteur. Là, c'est Dutaïs, et je suis sur son texte. Voilà, bien sûr, évidemment. Daniel, cette pièce, donc, vous la jouez depuis quelques jours, depuis le 18 janvier. C'est quoi le message essentiel ? C'est quoi la promesse essentielle de cette pièce ?
Dans cette pièce, quand on voit que Chaplin a été poursuivi parce qu'il a failli faire 30 ans de tôle aux États-Unis par le macartisme et tout ça, qui s'est sauvé, ils se rejoignent là-dessus, c'est-à-dire que lui aussi s'est sauvé de l'Allemagne. On peut dire ça, Einstein aussi. Bien sûr. En même temps, c'est très bizarre parce que c'est un pacifiste. Il y a beaucoup de contrariétés dans sa vie, parce qu'il est un pacifiste et puis il a quand même participé à la bombe atomique quand même. Malgré lui. Mais bon, il était persuadé que les Allemands allaient disposer de cette arme. Alors donc il a été de l'autre côté, il a été voir Roosevelt et il a signé la lettre de Roosevelt. Voilà. Et il y a toute cette ambiguïté entre ces deux personnages qui fait qu'il y a tellement de différences, même chez eux, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il représente, que c'est hyper intéressant, quoi. Bien sûr, on apprend plein de trucs, là. Vous vous êtes préparé comment, vous donc, avec le texte, ça j'ai bien compris. Vous avez revu des documents? Je revois quand même des documents, des choses, bien sûr. Bouquins? Bien sûr. Non. Et puis, je suis en relation avec l'auteur, justement, qui m'envoie, quand je lui pose des questions, tout de suite. Qui vous nourrit? Oui, il me nourrit totalement. Qui nourrit votre personnage? Bien sûr, non, mais même hier soir, il m'appelle et il me dit, tu sais que le judaïsme était quand même très important pour Einstein. Et j'ai dit, oui, je sais, bien sûr, évidemment. Il me dit, comme tu vas à Radio J, voilà. Mais c'est vrai que il défendait les Juifs pendant la guerre, mais il n'était pas pratiquant. Pas du tout. Je veux dire, la bombe, il n'en voulait pas, il était pacifiste, mais il a quand même participé. Tout ça, c'est incroyable. C'est toute l'ambiguïté de la vie, en même temps. Mais bien sûr, comme il dit, j'ai le sens de la responsabilité sociale, mais je suis un désastre pour ma famille. En tout cas, c'est incroyable. C'est une pièce qu'il faut courir à voir au Théâtre Montparnasse. Vous y êtes pour un bon moment, je pense, là. J'espère. Non, puis en plus, on apprend plein de choses, et puis c'est des personnages tellement riches. Et puis il y a de l'humour dans cette pièce. Heureusement. L'humour d'Einstein, quand même, c'est quand même pas mal. Bien sûr. Alors, quand il disait il faut pas être avec les gens négatifs parce que ils ont un problème pour toutes les solutions. Ça, c'est génial. Celle-là, il faut la garder. Il faut s'éloigner des négatifs. Alors, Daniel, je vous rappelle le principe de notre émission. Vous avez eu la gentillesse, via votre attaché de presse, l'excellent Pierre Cordier, de nous susurrer à l'oreille certaines de vos chansons de chevet. Et nous allons, comme ça, au gré de vos préférences musicales, nous balader ensemble, comme ça, à bâton rompu, durant une petite heure. Alors, tout d'abord, je le disais en vous présentant, votre premier métier a été architecte d'intérieur, décorateur d'intérieur, oui. Après avoir fait la prestigieuse école Boulle. Et une rencontre, alors que vous travailliez avec votre papa à ce moment-là, une rencontre, celle de Robert Lamoureux, un immense auteur, un immense comédien, qui manque tant au théâtre aujourd'hui. Cette rencontre a tout changé. Racontez-moi ça. C'est une soirée qui m'a bouleversé. Voilà, parce qu'il était content de mon travail, il voulait absolument me le dire. Mon père m'a dit, voilà, c'est Robert Lamoureux. Alors j'ai dit, Robert Lamoureux. Vous étiez chez lui, là, dans son appartement? Oui. J'avais refait tout l'appartement. Et puis il me dit, il est très content de ton travail, il veut te voir. Et donc je suis allé là, il m'a invité au théâtre. Et là, ça change tout. Mais à un point tel que... C'est la première fois que vous mettiez les pieds au théâtre? Mais oui. J'avais jamais été au théâtre de ma vie, puis je voyais 1000 personnes comme ça qui hurlaient de rire avec ce type qui était là, qui virevoltait sur scène. J'ai dit, mais ça m'a complètement chamboulé, quoi. Et moi, à l'époque, j'avais eu un accident, parce que j'avais voulu montrer à mes camarades comment Tarzan passait d'une liane à l'autre. C'est ça. Évidemment, j'ai raté la liane. Sans rencontrer Jen. Ah, oui, en plus. Éventuellement de Chita, mais... En plus. Et puis donc je m'étais fracassé un peu la mâchoire, et j'avais du mal à parler, pour ça que j'étais toujours dans mon coin. Et puis et plus tard il m'avait dit, tu te rappelles quand t'es venu me voir après le spectacle, et tu m'as dit, t'arrivais même pas à dire le mot théâtre. C'est génial ça. Je voudrais faire du j'arrivais pas à dire le mot théâtre. C'est absolument incroyable. Vous étiez installé dans la vie, vous aviez un boulot qui marchait bien, on vous reconnaissait. L'école Boulle, quand même, c'est pas la. Bien sûr. C'est pas la petite école du menuisier du coin. Bien sûr, c'est un bagage. Donc, vous étiez installé, parti pour faire ça. Une rencontre, il vous donne l'adresse d'un cours de théâtre, un numéro de téléphone. Non, mais le problème, c'est que c'est mon père. Quand j'en ai parlé à mon père, il m'a dit, mais t'as un métier. Oui. Et puis pour lui, ça, c'était pas un métier. C'est ça. Vous lâchiez tout pour aller faire ça. Et moi, je voulais pas lui faire de peine. Je voulais pas que. J'ai donc suivi les cours sans en parler à mon père.
C'est-à-dire en continuant à être décorateur d'intérieur le jour, les gens et la parlaient nuit, pour un timbré parce que j'avais toujours dans mes poches mes bouquins. Le crayon. Oui, et le crayon dans la bouche. Et les gens disaient, mais pourquoi il a toujours un crayon dans la bouche? Parce qu'il bosse. Mais je bossais comme un malade. Et en plus, Daniel, vous faites pas les choses à moitié. C'est-à-dire que vous ne vous contentez pas d'aller suivre des cours à droite ou à gauche. Vous réussissez quand même le cours du conservatoire. Ah non, mais ça, c'est quelques années après, où d'un seul coup, je vais présenter et là, c'est là où j'en parle à mon père. Et qui vous dit, il y a combien de mecs qui se présentent? 1000, il y en a combien? 15? Allez, vas-y. il était persuadé, il a dit que vous alliez vous faire bananer, voilà. Quoi. Et c'est vrai que quand j'ai vu mon nom dans la liste, chaque fois que quelqu'un venait, je disais, c'est bien les gens qui sont reçus, là. Et vous êtes resté 24 heures dans un état de sidération. Vous ne vous souvenez plus de ce qui s'est passé ce jour-là? Même aujourd'hui, je sais pas. Non, mais il y a un blanc. J'ai un blanc dans cette journée-là. Qui fait que le lendemain... Vous étiez reçu au conservatoire, et donc, voilà, et vous êtes resté. Éventuellement, vous êtes allé au cinéma. Oui, j'ai l'impression que j'ai dû aller au cinéma, mais je ne sais. C'est le lendemain où je me suis dit, peut-être t'as pas appelé ni ton père ni l'amoureux, c'est quand même fou. Les deux personnes qui... oui, j'appelle mon père, évidemment, il me dit, t'aurais réussi, tu m'aurais appelé hier, évidemment. et Robert Lamoureux vous dit, débarque tout de suite à la maison. Ouais. C'est génial. C'est génial. Comme quoi, une soirée au théâtre... quand je l'ai appelé. Oui. J'ai dit, Monsieur Lamoureux, parce que c'était au moins 3 ans après, quoi. Monsieur Lamoureux, Daniel Russo, j'ai décoré, il me fait, oui, bien sûr. J'ai dit, voilà, je voulais vous dire que j'avais réussi l'entrée au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Il me fait, mais tu parles? Il le savait pas. Non. Alors, mais c'est magnifique, hein, parce que quand il m'a reçu, il a ouvert la porte et il m'a dit, écoute, je vais te dire une première chose, c'est comme si c'était moi. Ça, c'est beau. Pouvoir se réjouir pour l'autre comme si c'était soi. Là, vraiment... parce qu'il m'a dit, je t'ai pas envoyé au cours pour être comédien, c'était pour que tu sois mieux dans ta vie. C'est ça, il avait senti qu'il y avait ce manque-là. Pour te décomplexer, quoi. Voilà, c'était le truc, c'était ça. C'était bien sûr, j'avais dit que j'étais dans mon coin, que je parlais à personne. Et c'est allé au-delà de toutes ces espérances et de toutes vos espérances. Bah oui, bien sûr. Alors, Daniel, la musique, on va pas faire pleurer dans les chaumières, c'est pas le genre de la maison. Vous êtes né le 13 mai 48 à Paris, et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez une petite enfance qui était un petit peu tourmentée quand même. Ça peut être la période la plus facile. Bon, vous avez pris de plein fouet le divorce de vos parents. Vous êtes souvent dans des chez des gens, dans des familles d'accueil, comme on dit aujourd'hui. Oui. Pas forcément j'ai fait toutes les pensions de France. Parfois plus folcoche que Maninova, quand même. Oui, bien sûr. Et la musique dans tout ça, elle tenait qu'elle passe. Si j'ai bien étudié le dossier Daniel Russo, j'ai la sensation que vous avez même pensé à en faire votre métier de la musique au départ. Si je vous parle des Magic Stars, des proverbes à ne pas confondre avec les problèmes. Les futurs Charlots, bien sûr. Le Golf Drouot, Henri Leproux. Ben voilà, bien sûr. On rêvait de ça. Et donc, vous aviez pris la guitare électrique et c'était parti? Oui, on faisait le tremplin du golf le vendredi soir. Donc ça, c'était avant le théâtre? Ah c'était bien avant, bien sûr. Donc c'était au moment où vous faisiez j'avais pas besoin de parler. D'accord, on jouait. On jouait, et je faisais les voix. Et vous avez composé, vous avez écrit des chansons? Après, oui. Et pour le groupe, j'en avais composé, oui. Et vous écoutiez quoi quand vous étiez petit? Le rock'n'roll. Gamin? Ah oui, c'était l'époque, hein. Non, parce qu'à l'époque, il y avait aussi Luis Mariano à la radio. Non, c'était pas mon truc. vous, c'était tout de suite oui, c'était la grande révélation. Mais non, parce que c'était l'époque, c'est 60-70. Automatiquement, il y avait cette espèce de folie ambiante comme ça, de salut les copains et tout, quoi. Je veux dire, c'était incroyable. C'est pour ça, quand j'étais au golf, moi, j'avais 14-15 ans, j'avais un mot de mon père, parce que j'avais pas le droit de rentrer. À l'époque, c'était les discothèques, quoi. J'étais mineur, et d'ailleurs Henri Leproux, dès que j'avais joué, il me dit Daniel, faut partir maintenant. Il m'accompagnait, hein. Alors, et pour nos auditeurs, on va resituer les choses. Le Golf Drouot, ça a été le temple du rock'n'roll. Et la Pépinière, d'où sont partis Jacques Dutronc, d'où sont partis Johnny Hallyday, Eddie Mitchell. Mais moi je les voyais. Et Daniel Russo. Non mais moi je les voyais. J'osais pas leur parler. Quand j'ai tourné avec Eddie Mitchell dans Le Bonheur et dans le Pré, je lui ai raconté tout ça. J'ai dit mais j'osais pas vous parler. Et
C'était des dieux vivants déjà à l'époque. Mais oui, pour nous, oui. C'était les stars là-bas. Et Henri Leproux était le patron de ce Le dieu. patron, ouais, absolument. Et c'était lui qui a... Et le golf draw, aujourd'hui, enfin pour des gens de ma génération, on a l'impression que c'était un espèce de palais et tout. En fait, c'était un tout petit lieu. Mais oui. C'était un tout petit Mais truc bien qui sûr. était juste au premier étage. Voilà, c'est ça, où on pouvait faire du golf miniature. À l'époque. Alors, c'est donc pas hasard si vous avez choisi dans les chansons de votre vie le trio mythique, Les Vieilles Canailles. Ah ben là, Hallyday, au moins c'est bien, j'ai les trois en un. Vous avez pu leur dire, aux trois, l'admiration que vous leur portiez à l'époque? Hallyday, non, j'ai jamais osé. Vous Et l'avez pourtant, croisé. à un moment donné, j'ai fait une télé, il était assis à côté de moi. Et vous n'y êtes Et pas allé. non, j'ai pas osé. Mitchell, oui, puisque vous avez joué Voilà, avec lui dans oui. le film d'Étienne Chatiliez, Ouais, Le ouais. bonheur est dans le pied. Puis après, il m'a invité pour son émission. Et Dutronc. Monsieur Eddy, et puis Monsieur Dutronc, avec qui j'avais tourné Mado, le film de Claude Sautet. D'accord. Et Vieille Canaille, pourquoi cette chanson de Gainsbourg? Mais c'est même pas, c'est parce qu'ils sont là tous les trois. Ils sont tous les trois, et vous vouliez un truc... Voilà. En plus, c'est Gainsbourg, c'est bien parce que j'adore Gainsbourg, mais donc c'est très bien qu'ils chantent Gainsbourg, évidemment. Mais au moins je les ai, quoi. C'est un paquet cadeau, ça. On les écoute? Oui. C'est parti. Vieille Canaille, une chanson signée Serge Gainsbourg, chantée par les Vieilles Canailles, le trio mythique Hallyday, Dutronc, Mitchell, choisi par Daniel Russo dans les chansons de sa vie sur Radio J. On parlait de Gainsbourg, vous l'avez rencontré? Non. Jamais? Non. Non, en plus, je sais pas si vous auriez eu grand chose à vous dire. Les virées nocturnes, le côté déglingue et tout, j'ai pas l'impression que ce soit votre truc. Ça a été mon truc avec Villeray. D'accord. Voilà. Ça aussi, Mais c'était autre chose. Une autre grande rencontre. Voilà. Mais vous n'étiez pas marié à l'époque, vous n'étiez pas père de famille. Voilà. Vous n'aviez pas charge d'âme. Villeray, ça a été une de vos grandes. Bah oui, parce que c'est au moment justement où je voulais passer le concours du conservatoire j'avais appris une scène et puis il me fallait quelqu'un pour me donner la réplique et j'avais été voir la gardienne justement du conservatoire parce qu'elle était là. J'ai dit j'ai besoin de quelqu'un. Elle m'a dit mais demandez au jeune homme là-bas, c'est le plus gentil. Et c'était Jacques Villeray. C'était Jacques Villeray. Et là, c'était parti pour quelques il m'a soirées dit, viens, sympas. on va boire un coup, on va en parler tout de suite. Hein. Je suis rentré à 9h du matin. Donc, Le coup a duré un peu de temps. et voilà, et après on faisait la tournée des Grands-Ducs, comme on disait. Daniel, quand on a joué de la guitare, quand on a monté des groupes, je rappelle les titres, les Magic Stars, les Proverbes, on vous a pas proposé la notoriété aidant, on vous a pas demandé à un moment de vous remettre à la musique, on vous a pas proposé de faire un disque, on vous a jamais... Non. Et si on vous le proposait, si Je sais pas, ça dépend avec qui. Moi, je suis toujours très sensible. J'aime le partage. Voilà. C'est pour ça que je suis pas seul sur scène, parce que si je le faisais, il faudrait que je sois avec des gens avec qui soient toujours avec moi, mais j'aime bien le partage, quoi, voilà. Et l'écriture de chansons aujourd'hui, ça vous tente pas? Justement, maintenant. J'avais écrit quand même pas mal même avec le frère de Céron, Max Berlins. Si vous regardez Max Berlins, il y a une chanson qui est toujours reprise par pas mal de gens. Et c'était la musique plutôt ou les paroles? Les paroles. Moi, j'avais fait les paroles et puis j'avais participé à la musique aussi. Alors, en parlant de paroles, on va maintenant dans les chansons de votre vie aborder peut-être une des plus jolies plumes de la chanson française. Votre deuxième choix, Daniel, il nous ramène à l'enfance, puisque c'est Mistral gagnant de Renaud. Ah ouais. Mais moi, ça me rappelle mon enfance. Hein. Alors, le poète, Vraiment. Aragon, pour ne pas le citer, a dit « Nul ne guérit de son enfance ». Ça vous parle, cette citation? Ben oui. Bien sûr, mais même les bons becs et tout ça, quand ils parlent de ça, mais c'est qui n'a pas piqué les bons becs chez l'épicier. Mais on ne guérit vraiment pas de cette enfance? Ben non, ça te colle ça te colle au cerveau, c'est dans la tête. Et de faire rire et de monter sur scène et d'être aimé comme vous l'êtes aujourd'hui, ça aide pas quand même à mettre un petit peu de mercurochrome sur la jambe de bois? Non, mais quand même, on y pense. Ça reste. Ouais. Puis il y a des choses que je regrette. Par exemple, c'est que dans le groupe des Magic Stars, il y en a un qui est venu me voir un jour, Oui. parce qu'on était 3 Oui. à la Communale. Hein. C'est le groupe de la Communale. Et l'autre, j'ai jamais retrouvé, c'était le batteur, Serge. Il s'appelait Serge Douet. Vous l'avez jamais retrouvé? J'ai jamais retrouvé. Serge, si vous nous écoutez. Ouais, Serge Douet, voilà. L'école de Valois-Perret. Et ça vous Et on manque? était à la Communale. Non, mais j'aurais aimé savoir ce qu'il était devenu, quoi, voilà.
Et l'autre, bien sûr, il était bassiste. Un jour, je jouais avec Baffy. C'était Toc Toc. Et puis, je le vois arriver. Il avait pris 40 kilos, bien sûr. Et puis, mais je l'ai reconnu tout de suite. Et puis, il me dit, tu me reconnais? J'ai dit, comment tu veux que je te reconnaisse pas, Michel? Enfin. Et il m'a dit un truc terrible. Parce que non, mais ça m'a complètement bouleversé, parce que je lui dis, mais j'ai pas changé de nom, Daniel Russo, ça fait déjà des années que je suis au théâtre, pourquoi tu viens maintenant, t'es pas venu avant? Pourquoi? Ben il me dit, je voulais toujours venir, puis après je venais pas. Mais j'ai dit, mais pourquoi? Mais il me dit, parce que j'avais peur que t'aies changé. Ah, c'est beau ça. C'est beau, alors que c'est mal vous connaître. De pas reconnaître son pote. Je dis, mais tu me connais quand même. Tu sais qui je suis. Il me fait, ouais, c'est des conneries, mais j'osais pas. J'avais peur de pas te reconnaître. Il était intimidé par ce que vous étiez. Oui, alors qu'on s'en fout, quoi. Renaud, je crois savoir que lié à cette chanson, il y a une petite anecdote qui met en scène votre petit-fils qui était venu vous voir au théâtre. Et racontez-nous ça. Ben non, parce que Renaud est venu voir la pièce, on était au théâtre, et mon petit-fils était là, et puis il regardait Renaud, et puis il me dit, Papou, j'aimerais bien avoir une photo avec Renaud. Ben, j'ai dit, on va lui demander. Et vous ne le connaissiez pas? Mais non. D'accord. Il venait de voir le spectacle. D'accord, donc après, il vient dans votre loge. Voilà, et puis on se voit et tout ça. Et puis j'ai dit, voilà, mon petit-fils, et là, il a été génial. Il a fait la photo sans problème. Il a fait la photo, il a été hyper gentil avec lui. Voilà, c'est un souvenir magnifique pour mon petit-fils, quoi. Évidemment, c'est toujours important. Hein. Moi, à un moment donné, dans un théâtre, j'ai vu un comédien qui voulait pas signer un programme. Ouais, pour un gamin. Là, j'ai pris les nerfs. J'ai dit, si tu signes pas le programme, je te pète la gueule. Il a signé, le mec. Ouais. Non, mais c'est pas possible, quoi. On peut pas faire ça. J'ai dit, tu vas lui faire une peine immense. Il va y penser toute sa vie. Et puis, en plus, il t'aime bien, alors qui garde cette joie-là dans la tête, quoi, voilà. Et puis, alors, puisqu'on en est à se raconter des anecdotes, je vous raconte celle-là. J'ai eu la chance à quelques reprises de déjeuner, même de travailler un petit peu avec Charles Aznavour. Et un jour, dans une grande brasserie parisienne, la brasserie La Lorraine, il y a toute la brigade de cuisine qui vient. Toute la brigade. Il vient, et on était en train de parler au bout, moi, du 5e, et il s'arrêtait, il faisait la photo. Je dis, Charles, ça vous ennuie pas? Et il a cette réponse qui est magnifique, qui me dit, tout ce que je suis aujourd'hui, tout ce que j'ai, je leur dois. Donc, ils peuvent faire toutes les photos qu'ils veulent. Ben voilà. C'est ce qu'il m'allait dire à votre pote comédien ce jour-là. J'en reviens à Renaud, vous ne le saviez peut-être pas, mais cette chanson, Mistral gagnant, ce texte magnifique, au départ, il est à Los Angeles, il est en train d'enregistrer. Dans une pause entre deux séances, il écrit cette chanson, et puis le texte ne lui plaît pas, il le met à la poubelle. Il le jette à la poubelle, c'est-à-dire physiquement, le texte est à la poubelle. Oui, et puis sa femme l'appelle, avec le décalage horaire. Il dit, et qu'est-ce que tu fais de beau? Bah là, j'attends, et les musiciens ricains, il y avait la pause, ils reviennent, ils sont partis déjeuner. Entre-temps, j'ai écrit un truc, mais c'est une merde. Bah, tu peux me la chanter, ta merde? Il dit, ouais, si je veux. Il cale le téléphone sur l'oreille, il prend la guitare, il va chercher le truc dans la poubelle. Ça, vraiment, il l'a raconté. Il prend le truc et il lui joue le truc. Et elle lui dit, écoute, c'est très simple, ta merde, si tu la mets pas dans l'album, on n'a pas le temps. Si tu la mets pas dans l'album, tu rentres pas. C'est pas la peine de rentrer. Tu mets cette chanson dans l'album. Donc voilà, il y avait ce jour-là un pianiste magnifique qui s'est mis au piano. C'est pour ça que la chanson est très très peu orchestrée. Il n'y avait pas le temps, de faire des scores, il n'y avait pas le temps de faire des arrangements. Quelle belle histoire. Piano-voix, youpi tralala, et c'est telle qu'elle existe, une prise, et c'est telle qu'elle existe. C'est génial. Et c'est telle que cette chanson a été popularisée. Il y a des pièces comme ça, à l'instar de cette anecdote. Est-ce qu'il y a des pièces ou des films que vous avez failli ne pas faire? Au début, vous vous êtes dit non, c'est pas pour moi. Et puis quelqu'un dans votre entourage, votre épouse, votre agent vous dit mais t'es fou, c'est vachement bien. Non, mais c'est par exemple Baffy. Oui. À un moment donné, on se battait pour le Sexe Magouille, sa première pièce. On a fait 600 présentations qui s'est tourné. On a fait un tabac avec ça. Énorme. Mais personne n'en voulait. Et à un moment donné, il y a un producteur qui dit moi je vais là. J'ai dit là, fais pas lire. Parce que il va encore refuser parce j'avais été chez lui, il avait mis la pièce dans la poubelle. C'est dingue ça. J'ai dit mais qu'est-ce que tu fais? Personne n'en veut, on va faire autre chose. Mais j'ai dit, mais t'es malade ou quoi? On a une dernière chance avec un producteur. Qu'est-ce que sors-moi la pièce de la poubelle quand même. Et ça a marché. Il a j'ai pu dire au gars d'inviter une trentaine de personnes, ce qu'il veut, de ses amis et tout ça. Ils se sont tellement, ils ont hurlé de rire. Ma fille a fait son truc, nous derrière on faisait la lecture. Il a dit, je prends.
Et voilà. Et comme quoi, de temps en temps, il faut aller chercher, il faut savoir aller chercher un truc dans la poubelle. Ben, bien sûr. C'est pareil au Palais Royal avec Francis Nani, que j'adore, que j'embrasse de tout mon cœur, et je le comprends d'ailleurs. C'était pour Toc Toc. Il me dit, je lui donne la pièce, il m'appelle le lendemain, il me fait, on peut pas, c'est pas possible. Je lui dis pourquoi? Je peux le dire à la radio là? Bien sûr. Ben, il me dit parce que la première réplique, le rideau s'ouvre, le gars il regarde le public, il dit allez tous vous faire enculer. On peut pas faire ça au Palais Royal. Je lui dis mais attends, c'est génial. Mais non, mais c'est le syndrome de la Tourette. C'est un toc. Ils font pas exprès, tu vas voir. Les gens, ils sont malheureux de faire ça. Mais continue à lire. Il m'appelle le lendemain, il me fait non. À la 3e page, mets-toi ça dans le cul. Moi, je peux pas. On peut pas faire ça au Palais Royal. Comme quoi. Non, mais je l'ai poursuivi. On en a fait 700, 2 ans et demi plein, plus la tournée. Comme quoi, il y a des miracles. Il a bien fait de vous écouter. Il a bien fait de vous écouter. Allez, une chanson que Renaud a bien fait et d'enregistrer sur les conseils de son épouse de l'époque, Mistral gagnant, le choix de Daniel Rousseau sur Radio J. On l'écoute. Mistral gagnant, Renaud. Daniel, lorsqu'au hasard des plateaux de télé ou des tournages, vous rencontrez des artistes que vous rêviez de rencontrer quand vous étiez gamin. Est-ce que vous êtes plutôt du genre fan? Vous allez facilement dire, bah voilà, moi je vous aime beaucoup. Mais non, moi j'étais timidité. Moi j'étais un timide. Et bah, là, vous êtes un peu soigné quand même depuis. À l'idée, je regrette aujourd'hui. Je regrette de pas lui avoir parlé. Et vous, est-ce que vous avez toujours autant de plaisir avec le temps à ce que des gens viennent dans la rue vous reconnaître et vous sollicitent pour un... Ah mais moi, au contraire, parce qu'ils me disent la vérité. Ils me disent ce qu'ils pensent. Quand ça leur a pas plu, ils me le disent. Vraiment. Voilà. Dans le métier, d'ailleurs, quand un comédien rentre, il rentre dans ta loge, même si tu vois tout de suite si ça lui a pas plu. Bien sûr, parce qu'il te dit, le décor est vachement beau. Ton costume, très bien. Voilà. Mais au moins, eux, dans la rue, ils me disent, non, moi, ça m'a pas tellement plu. Ils me disent pourquoi, et au contraire, ça m'intéresse, bien sûr. Ou le pire, c'est quand le mec rentre dans votre loge et vous dit, quelle belle énergie. Oui, non, mais bien sûr. C'est terrifiant. Ça, vous avez compris que le mec est... L'autre fois, il y a une dame qui il y a un truc qui est repassé où je faisais un violeur d'un téléfilm. Oui. Alors, elle me fait, monsieur Rousseau, moi, je peux pas, hein. Ah, j'ai pas été au bout. Moi, je peux pas vous voir dans un violeur. Voilà. Il faut retourner à la comédie, monsieur Rousseau. Il faut retourner. Là, au moins, c'est clair. Vous savez où est votre emploi. Oui, mais c'est quand même bien de passer de l'un à l'autre. Bien évidemment. Oui, c'est un plaisir. Quel rapport aujourd'hui vous entretenez avec ce qu'on appelle la célébrité, la notoriété? C'est quelque chose que vous vivez légèrement. Vous avez conscience de ce que vous représentez? Non, mais moi, c'est gens? pas. Parce que j'étais pas parti pour. Je me souviens au conservatoire, il y en a qui disaient tiens, être à l'affiche, tu te rends compte, avoir son nom à l'affiche, être en haut de l'affiche. Ils parlaient de l'affiche. Et moi, j'ai jamais pensé à l'affiche. Je me disais toujours, ce qui serait bien, c'est que je fasse ce métier. C'est ça, en vivre déjà. Voilà, en vivre. Pour moi, c'était le plus important. Et même aujourd'hui, c'est le plus important, c'est-à-dire de le faire. Là, on a passé le Covid, tout ça. Oui. On a deux ans de privation. Oui, il y a une pièce que j'avais démarrée, on l'a jouée 1 semaine, on s'est arrêté, on pleurait dans la rue. Je comprends. Toute la troupe pleurait dans la rue. On a arrêté le spectacle, on était obligé. Et là, je me retrouve dans un théâtre. C'est le bonheur pour moi. C'est ma vie. C'est ma vie. C'est ma passion. C'est ma vie. Et la notoriété, c'est la cerise sur le gâteau en plus, quoi. Voilà. Et puis, je m'en sers pas du tout d'ailleurs. Donc, c'est pas un problème pour moi, quoi. Alors, vous avez dans le cœur du public, on le disait, cette dame qui vous dit violeur, non, moi je veux vous revoir vite dans un rôle amusant. Vous avez l'image du mec qui fait plutôt rire, mais on oublie vos rôles bouleversants. Vous avez commencé d'ailleurs dans un tout petit rôle au cinéma. Le premier grand film, c'est le film de Tavernier. Ah bah oui. Le juge et l'assassin, où vous jouez un maton, c'est pas le rôle le plus... Ouais, mais c'était le maton de Galabru quand même. Quand même, c'est pas rien. Donc là, c'était pas du tout un rôle de rigolo. Moi, vous m'avez bouleversé, mais je crois que je suis pas le seul. On était des centaines de milliers de personnes devant la télévision dans le rôle de Pierre Bérégovoy. Ah bah ça, on m'en parle souvent. C'était bouleversant. Oui. Est-ce que vous avez l'impression, aujourd'hui vous avez quelques 74 printemps, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que le public vous connaît vraiment pour qui vous êtes? On connaît pas vraiment les gens. J'ai pas l'impression. Parce que il y a même des comédiens qui peuvent paraître sympas, puis en définitive derrière, quand tu les connais, ils sont pas sympas. Oui. Voilà. Mais les gens vous ont plus catalogué dans le côté le bon copain avec lequel on a envie de rire. Oui, mais ça, moi je suis ça, moi. Donc moi je suis positif. Je suis comme Einstein, je m'approche pas des gens négatifs. Moi je vous montrerai tout à l'heure mon portable sur ne pas répondre. J'ai une belle liste. Hein.
Ah d'accord. Ah ouais. Ah vous avez fait carrément Ah, votre... j'ai carrément... J'en ai rencontré un dernièrement qui me fait, tu réponds plus. Bah non. Il en faisait partie. Donc le côté du complexe de l'acteur plutôt amusant qui veut montrer autre chose, souvent chez les comiques vous avez Oui, mais ça vient, ça vient, bien sûr, mais c'est venu tout seul. Moi, quand on, justement avec Patrick Braoudé, mon cousin, quand on a fait 9 mois, on a fait un tabac. Alors évidemment, on m'appelait pour le 9 copain. mois, et je précise pour nos auditeurs, vous étiez à l'origine du scénario avec lui. Voilà. Exactement. Non, parce que c'était ma femme. Je faisais de la synchro à ce moment-là. Je doublais les films et tout ça, les dessins animés et tout. Et puis il y a eu une grève qui a duré 5 mois. Et c'est ma femme qui à un moment donné m'a dit écoute, tu nous rends dingue. T'es trop nerveux. Alors quand tu racontes mes accouchements, tu fais rire tout le monde. Alors prends une feuille de papier, un crayon, écris. Raconte-le. Et à ce moment-là, Guy Labraoudé, la femme de Patrick, était enceinte. Au bout de 3 semaines, comme ça, je rencontre Patrick dans un resto. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui explique. Il me dit, et Guy là, il fait, dis à Daniel sur quoi tu travailles. Il travaillait aussi sur les accouchements. Et elle était enceinte à ce moment-là. Oui, alors il me dit, on le fait ensemble. Alors on le fait ensemble et on est parti comme ça. C'est génial. C'est encore les hasards de la vie, hein. C'est ces hasards dont on peut penser que ce ne sont c'est pas quand des même hasards. nos épouses qui sont là, toujours. Mais le hasard, vous y croyez beaucoup, au hasard? Mais je me demande, hein, c'est quand même... moi, c'est un miracle. Hein. C'est troublant, quand même. Ouais, c'est troublant. Mais ça, le côté, le côté spirituel, on en reparlera un petit peu plus tard. Même la rencontre de mon épouse, je veux dire, qui est complètement dingue, alors que j'étais dans la compagnie Fabry, et que, je regarde dans l'œilleton, que j'avais 2 amis, je voulais savoir s'ils étaient bien placés, et puis, et je voyais qu'une blonde. Qui était comédienne à l'époque. Mais je le savais pas. Et puis je dis à la femme de Fabry, je dis, regarde comme elle est jolie, la blonde là au 4e rang. Comme elle me dit, mais t'es un fou furieux. Après le spectacle, elle va partir, tu la verras plus. J'ai dit, ouais, mais elle est jolie, mais t'es vraiment un fou furieux. Et elle rentre dans les coulisses, elle accompagnait mes amis, je savais pas. Et plus de 40 ans après, elle est toujours là. Même plus que ça. Vous l'avez épousée en 75, c'est ça? Oui. 75, ah oui, effectivement, 2000. Oui. 48 ans déjà. Ah, c'est quand même. Mazel Tov. Mazel Tov. Daniel, on continue notre voyage en chanson avec quelqu'un qui, je crois, est votre ami, qui incarne à lui tout seul la fête et le secret d'une soirée réussie. On peut pas. Oh, ça, je sens que c'est Gilbert. Voilà, c'est Gilbert Montagnier. Et parlez-moi de lui, parlez-moi de vous, parlez-moi de votre relation. Mais parce que je l'aime beaucoup. Ce que j'aime bien, c'est que chaque fois, il me dit je vais venir te voir au théâtre. Oui, génial. Mais il voit Gilbert. Mais Gilbert va au cinéma. La dernière fois, il était à la maison parce mes filles l'adorent. Hein, il est aimé. C'est vraiment. Et on descend comme ça. Il me dit ne me dis rien. Je vais t'indiquer là où on va. Et donc je dis rien. Et puis il me dit tiens, là il y a des travaux. Je dis mais comment tu sais? Il entend. C'est incroyable. Non, mais même il y avait pas de travaux. Les gens étaient pas là. Mais il savait. D'un seul coup, il sait qu'il y a des travaux. Je dis, mais comment... Il me dit, parce que je sais. Putain, ça m'a stupéfié. Mais il développe d'autres choses. Sauf que comme j'aime bien faire des blagues, à un moment donné, il me dit, tu vois, là, on tourne à gauche, voilà. Alors maintenant, tu vois, hop, là, on va tourner à droite, hop. Là, il m'indique tout le chemin, comme ça. Et puis là, il me dit, et là, passage clouté. Puis là, je lui dis pas, mais il y avait une voiture garée sur le passage clouté. Il s'est mis sur le passage. Il rentre dans la voiture, il fait, voilà, il y a encore un idiot. Il s'est mis sur le passage clouté. Je l'avais pas dit. J'ai dit, tu vois, ça, tu peux pas le prévoir quand même. Zut alors. Mais c'est la joie de vivre. C'est Gilbert. Ça. C'est la joie de vivre. Et une forme, parce quand on le connaît un petit peu, Gilbert, j'ai aussi le bonheur de le connaître un petit peu, on voit bien que cette joie de vivre qui existe et qui est bien là, elle s'est construite sur des épisodes de vie qui n'étaient pas forcément non plus les plus heureux. Est-ce que vous croyez pas que c'est un peu le point commun entre tous les gens qui célèbrent la vie? Parfois, la vie n'a pas toujours été clémente. C'est un petit peu votre cas aussi, ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je pars quand même d'un petit principe quand même, parce que on a un pourcentage de négatif et de positif. C'est ça. Moi, j'ai eu un gros négatif avant. Vous avez démarré avec le pain et vous finissez avec le chocolat. Ouais, exactement. Voilà. Mais c'est vrai, j'y pense. Et avec Gilbert, là, il y a on s'est souhaité la nouvelle année, c'est normal. Et il était à Tel Aviv justement. Je sais, justement, on va en parler de ça. Bien sûr. Et je veux dire, c'est quand même. Il m'a dit un truc. Il m'a dit, on n'a pas de soucis dans la vie. Non, on n'a pas de soucis. Faut oublier les petites choses qui nous embêtent. Et il a raison. Mais est-ce que c'est pas, quand on a justement dépassé certaines épreuves, est-ce que c'est pas
que lorsqu'on connaît vraiment le prix du bonheur, que l'on peut dire ça? Non mais oui, mais bien, moi, je dois dire que d'ailleurs, il me dit, au moment où j'allais lui dire, il me le dit. Il me dit, il faut profiter de chaque heure, de chaque minute, chaque journée. J'ai dit, mais c'est exactement ce que je fais. Je profite, j'en profite. Ça, c'est votre philosophie. Ah ouais, je profite de chaque jour qui passe, mais vraiment. Et chaque fois, je le dis à mon époux, je lui dis, toi, le soir, j'ai dit, toi, ça, c'était une belle journée. Il faut la célébrer. Alors maintenant, on va voir demain. Mais au moins, voilà. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Et puis je m'embête pas avec les petits problèmes, voilà, c'est pour ça que quand je disais ne pas répondre, j'en ai beaucoup. Je veux dire, c'est parce que le gars qui arrive, pas s'emmerder avec des emmerdeurs. de ces problèmes qui te demandent même pas comment tu vas. Il va vous faire chier. Là, il y en a marre. Voilà, là, j'en ai eu marre. Voilà. Allez, un grand rayon de soleil sur Radio J. Oui, c'est un rayon de soleil. Et grâce à vous, Daniel, on va s'aimer. Gilbert Montagnier, le choix de Daniel Rousseau dans les chansons de ma vie. Allez, on pousse les murs, c'est parti. Et, vous saviez que cette chanson qui est sortie en 1984, ça a été pour Gilbert la chanson de la résurrection. Il revenait de loin, ça, à ce moment-là, Gilbert. Il avait vécu un épisode aux États-Unis qui s'était pas exactement passé comme il le voulait. Johnny Hallyday lui avait tendu la main à la fin des années 70. Il était revenu pour accompagner Johnny à Pantin. Et puis on n'en entendait plus parler. Et puis cette chanson miracle qui arrive et c'est reparti. C'est à l'image de la vie. Il y a des plans et des déliés. Mistral gagnant, pareil. Voilà, et il faut savoir repartir. Il y a des chansons comme ça qui d'un seul coup, et il y a des pièces de théâtre aussi. Toc toc. Qui signe un redépart. C'est dingue, comme on passe. C'est comme des cas qui sont passés à côté les Beatles. Ça c'est un petit peu dommage, ça. Non, mais ça, c'est dingue. Et le directeur artistique, il fallait surtout garder son téléphone à lui. Waouh. Non, mais quelle erreur. C'est des erreurs tragiques, ou alors ou le type qui quitte les Beatles la veille du premier enregistrement. Oh. Pete Best, qui n'avait de Best d'ailleurs incroyable que le nom. Pete c'est Best. Dingue, hein. Pete le meilleur Best. Non mais c'est fou. Il quitte les Beatles, il se fait lourder la veille. Il se fait lourder la veille de Love Me Do. C'est des destins. Il paraîtrait que ce serait sa copine qui lui aurait dit il faut quand même que tu gagnes ta vie normalement. Bah, elle a bien fait. Il a gagné ça. Oh, il a fait le bon choix, là. Daniel, on parlait et à l'antenne et hors micro de Gilbert qui vit maintenant entre Tel Aviv et Paris. Ça m'amène à parler d'Israël. Quel rapport vous avez avec Israël? Vous êtes déjà allé là-bas? Ben, moi, j'ai fait le premier festival France-Israël de théâtre avec Pierre Arditi. D'accord. Voilà. C'était Steve Suza, c'est Steve qui a organisé ça, non? C'était Steve Suissa. C'est ça? Voilà, ouais, c'est ça. Et on a fait le tout premier. D'accord. Voilà, un triomphe absolu, c'était extraordinaire, une folie, quoi. Et Israël, c'est un pays qui... Ah ben moi, ça m'a bien plu, hein. Alors justement, on était bien, ah oui. Ça m'amène à ma question Jacques Chancel. C'est le moment un peu grave de cette émission. Oui. La question, et Dieu dans tout ça? Mais oui, et Dieu dans tout ça. Ouais. Quel rapport vous entretenez avec la spiritualité? Ben, c'est-à-dire, moi, j'étais séparé de tout ça très jeune. C'est ça. Très jeune. Voilà. Je me souviens simplement de ma grand-mère maternelle, quand j'étais très petit, qui me parlait yiddish. C'est ça. Et votre maman était juive aussi? Oui. Mais ça m'a été coupé dès l'enfance. Et vous avez retrouvé depuis ça? Mais non. Non. C'est au hasard des choses comme ça qui fait que ça me revient. Voilà, les choses me reviennent comme ça, quoi. Mais sinon, j'ai été coupé de ça très vite, quoi. C'est très très bizarre. Donc en fait, aux yeux des rabbins, aux yeux de la religion juive, vous êtes juif, mais et ça vous revient par vague, par bouffée comme ça de temps en temps. Comme Einstein. Exactement. Oui, qui ne faisait pas, ne parlait pas yiddish, ne faisait pas les fêtes, ni rien, ni quoi, ni qu'est-ce. Et puis, voilà. C'est drôle parce que là, au moins, je suis à égalité avec lui. Être à égalité avec Einstein. C'est pas mal. Faut le dire. C'est pas mal. En parlant de spiritualité, en préparant cette émission, il y a une anecdote qui m'a vraiment bouleversé. À l'âge de 18 ans, je crois, vous avez vu la petite lumière blanche de l'au-delà. Vous avez été dans le coma à un moment. Ouais. Et là, vous racontez quelque chose, vous avez tout entendu de ce que disaient les proches, y compris le médecin qui disait « appelez son père, il passera pas la semaine ». Ouais. Donc ça, c'est... Oui, mais ils m'ont pas cru quand je suis revenu.
Et vous leur avez dit à tous, et toi non, t'as mais dit le ça, médecin, toi, t'as dit non, ça. mais j'avais devant moi, j'avais cette lumière jaune là, et j'avais devant moi les vivants et les morts. C'est dingue. Devant moi. Et quand je leur dis ça, ils m'ont pas cru. J'ai dit, mais d'ailleurs, j'ai entendu le médecin. Ah bon, alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Et ça. le médecin, il t'a dit, j'ai dit, vous avez dit, appelez son père, il passera pas la semaine. Vous l'avez pas dit ça? Et là, il était complètement, il me dit, c'est pas possible. Vous ne pouviez pas m'entendre. Mais vous avez bien dit ça. Et c'est ma tante, Oui. qui à ce moment-là m'a dit, tu sais pourquoi t'es revenu? Mais non. Parce qu'ils attendent quelque chose de toi. Le théâtre. En tout cas, c'était Je ça. faisais pas de théâtre à l'époque. Non, mais et la rencontre avec Non, mais l'amoureux, c'est tout de elle suite arrive juste derrière. après. Ça arrive tout de suite derrière. C'est dingue. C'est quand même fou. C'est elle qui m'a dit, ils n'ont pas voulu de toi parce que t'as quelque chose à faire. Mais un épisode comme ça rend pas un petit peu croyant quand même? Ben, je sais pas. C'est des périodes. Je peux pas approfondir ça. C'est incroyable. Mais on doit pas revenir d'un voyage comme celui-là. Ça vous marque un mec quand même, ça vous Oui, marque un homme. ça m'a marqué, bien sûr. Bien sûr, quand je raconte et dans ça, votre d'ailleurs, construction comme je fais pas mal de blagues souvent. on vous croit pas. Non, là, je peux vous dire, je vous ai en face de moi, Oui. on vous croit. Oui, voilà, exactement. Alors Donc il y a, il doit y avoir, je sais pas, il y a certainement quelque chose, mais je le découvrirai au bon moment. le plus tard possible. Voilà. Et sans transition, et dans vos choix musicaux, mais une passerelle quand même, quelqu'un qui chantait et qui clamait haut et fort n'avoir ni Dieu ni maître, c'est monsieur Léo Ferré. Et vous avez choisi avec le temps de Léo Ferré, et je dois bien vous avouer, un de nos invités sur deux a choisi cette chanson. Je parle sous le contrôle de Serge Surpin qui nous réalise et que je salue. Il y en a bien, un sur deux, voire 2 sur 3, qui dans les chansons de leur vie nous mettent cette chanson-là. Elle correspond à quoi pour vous, cette chanson? C'est toutes ces paroles, ce ton, sa voix, fait que j'ai besoin de l'écouter au moins une fois dans la semaine. J'imagine Voilà, je l'ai sur moi, la chanson, toujours. J'imagine, Daniel, qu'à 74 ans, on n'écoute pas cette chanson comme on l'écoutait quand on avait 20 ans. Oui, bien sûr, mais c'est quel talent, quoi. Je veux dire, c'est... Et avec le temps, il y a plein de trucs auxquels vous êtes resté fidèle. Avec le temps, on en parlait de votre épouse, Lucie. Vous êtes resté fidèle quelques 50 ans bientôt. Bien sûr. Non, mais avec le temps, quand tu écoutes la chanson de Léo Ferré, elle te ramène à ta vie. Mais t'es obligé de penser à ta vie. Mais elle est épouvantablement pessimiste, cette chanson. Lui dit, avec le temps, on n'aime plus. Oui, c'est la conclusion. Vous êtes en train de nous prouver qu'avec le temps, les sentiments sont là, les sentiments même... Et moi, je ressens le contraire, mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est génial. Et j'aime cette chanson justement pour ça. Parce qu'elle ne dit pas exactement ce que vous ressentez. Avec le temps, vous avez gardé, je crois, les mêmes amis. Avec le temps, on voit disparaître ce qu'on aimait. Ça, c'est aussi... Ça, c'est le pire. Qu'est-ce que vous... Moi, quand je vais à Marseille, par exemple, je vois plus Marseille comme avant. Parce qu'avant, c'était le bonheur absolu. Et puis, il y a plein d'endroits qui me rappellent des gens qui sont plus là. Et justement, tous ces gens, les Robert Lamoureux, les Jacques Fabry, les Michel Roux, les Jean-Laurent Cochet, qui a été votre prof, tous ces êtres qui ont cru en vous, à une période où justement, donc, où vous changiez de vie, vous lâchiez la décoration d'intérieur pour vous lancer sur scène. Qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir leur dire aujourd'hui à tous ces gens-là? Je leur dirai plus tard. Comme quoi, la porte est ouverte. Est-ce qu'avec le temps, on est plus heureux? On s'accroche en tout cas. Pour l'être. Ouais. On l'écoute, Léo? Oui, on l'écoute. On l'écoute. Un chef-d'œuvre, Léo Ferré, avec le temps, le choix de Daniel Russo dans les chansons de sa vie sur Radio J. C'est pas un peu navrant de voir qu'avec le temps, justement, on n'entend presque plus Léo Ferré à la radio? Ça vous met pas en colère, ça, de voir que des gens comme ça? Mais moi, je me fais ma radio personnelle. Moi, j'écoute mes chansons. Spotify. Non, mais oui, mais c'est chacun. J'ai même pas besoin de ça parce que ça fait partie de mes choix de vie, de les entendre, de les écouter. C'est votre respiration. Oui, et puis moi, même quand je travaille, par exemple, quand j'apprends les textes, j'apprends pas. Moi, je lis beaucoup, mais en lisant, j'écoute.
Vous pouvez Les chansons. apprendre un texte et écouter une chanson en même temps. Je suis sur les musiques de films, moi. D'accord. J'ai pas les paroles. Alors justement, Voilà, donc j'ai toujours des voilà. Mais et après quand je commence à apprendre, alors là je stoppe tout. et là on bosse. Là je travaille. Là ça y est. Mais quand je lis beaucoup. Je lis. Vous êtes un immense bosseur. Ouais. C'est ça qui vous a sauvé. En fait. Je bosse tout le temps. Alors, vous parliez des musiques de films, vous m'offrez un lien parfait avec le cinquième titre dans votre petite liste, non pas de vos envies, mais de vos chansons préférées. C'est Il Maestro, Ennio Morricone, la musique du professionnel. Elle évoque quoi pour vous, cette chanson? Bah, c'est un hommage cette musique à Belmondo, Jean-Paul Belmondo. Que vous avez connu. Que j'ai connu encore grâce au théâtre, Oui. le conservatoire. Parce que moi, pour les concours de sortie de la deuxième année, Oui. En troisième année, tu passes automatique. Mais en D'accord. deuxième année, il faut présenter quand même une scène. D'accord. Et je me dis, tiens, qu'est-ce qu'a passé Belmondo? Et il avait passé une scène qui était très drôle, l'Ardente artilleur de Tristan Bernard. D'accord. Incroyable. Et je me dis, tiens, je vais passer la même scène que Belmondo. Et donc, je passe la scène, et le soir, je me retrouve avec Bernard Giraudot et Jacques Villeray, Vos potes de l'époque? mes potes, et on est dans un resto. Qui rentre? Belmondo. Non. J'ai dit, les gars, j'ai passé sa scène cet après-midi, et Belmondo rentre dans le resto, je peux pas ne pas aller le voir. Et tout de suite, Giraudot, qui était... il a dit, vas-y, bien sûr. Et bien sûr, Villeray fait, non, tu vas l'emmerder, arrête, non, tu vas pas faire ça. J'étais tiré entre les deux. J'ai dit, moi, on est d'accord tous les trois, sinon j'y vais pas. Et Villeray fait, bon, ben vas-y, allez, je vais voir Belmondo, qui est dans le fond de la salle. J'ai dit, excusez-moi. Il dit, oui. J'ai dit, je veux pas vous déranger, mais voilà, j'ai pour les concours du conservatoire là, de sortie en deuxième année, j'ai passé l'Ardente artilleur de Tristan Bernard. Et vous me fait, vous avez bien fait les coupures? Non. La parole. J'ai dit, je crois, il me fait, parce que la bonne. Et il me raconte toute sa scène de concours. Alors qu'il ne vous connaissait pas 3 Mais secondes non. avant. C'est dingue. C'est fou. Et il me dit, faut décaler la bonne. Hein, et il m'explique tout. Et j'ai dit, je crois que j'ai à peu près fait la même chose. Il me fait, bon, bah alors, merde alors. Il me dit. J'ai dit, bah demain c'est classique. Il me fait, ah ouais, bon, bah, mais enfin, merde quand même, quoi. Et c'est quand même extraordinaire. Incroyable. Le même soir. Et un an après, donc, je passe. J'ai pas besoin de passer de scène. Je passe automatiquement. Et là, je me fais 4 prix. 4 prix à la fête. Quand même. Et là, Bernard me dit, bon, t'appelles Ral Jaco parce que le Villeray était pas là. Oui. Et, on part dans la bagnole avec Bernard et on dit, on fait la fête. Hein, là, ce soir, on fait la fête. Hein. Et mais c'est vrai ce que je vais vous dire. Non, mais je vous crois. On est en voiture. On passe. Et je dis, il est là. Bernard, il est là. Belmondo était sur le trottoir. Non. Le même jour, un an après, jour pour jour, il est là sur le trottoir. Il me dit, vas-y vite. Je vais, excusez-moi, monsieur Belmondo, je veux pas vous déranger. Il me fait, non. L'année dernière, on est dans un restaurant, l'Ardente artilleur. Il me fait, oui, alors. J'ai dit, mais ils m'ont viré. Et j'ai pas été admis à concourir en deuxième année. Il me fait, ah ben, ils ont rien compris à cette scène. Moi aussi, j'ai été viré. Et il me dit, et alors? J'ai dit, là, troisième année, 4 prix. Il me fait, mieux que moi j'ai eu qu'un accessite. Et vous l'avez revu ensuite? Bah oui, après, quand j'ai tourné avec lui, ouais. Mais c'est quand même, c'est pas incroyable, ça? C'est dingue. Mais c'est pas des moments de folie, ça? Mais ça, mais votre vie, c'est le meilleur scénario qui soit. Mais c'est un miracle. C'est un miracle. C'est absolument incroyable. J'estime que je le mérite avec tout ce que j'ai eu quand j'étais gamin. Et certainement. Après le pain dur, le chocolat. Exactement. Mais bien sûr, c'est ça. C'est vraiment ça, hein. Un an après, jour pour jour, il est là. C'est fou. Quand je lui ai raconté, non mais je lui ai dit, il m'a dit ça, c'est vraiment incroyable. C'est dingue. Non, il était épaté. D'ailleurs, on était dans la voiture, on était en train de tourner, et c'est le metteur en scène, c'était Bernard Stara, qui, d'un seul coup, on l'entend, on avait un micro, il savait pas qu'on l'entendait à l'intérieur de la voiture. Et il dit, bon, dépêchez-vous, parce qu'avec Belmondo et Russo dans la bagnole, ils sont capables de partir à Deauville, manger des huîtres et revenir. Et là, on perd 4 heures, hein. Et il savait pas et d'un seul coup, il y a Belmondo, il se tourne vers moi, il me fait, on le fait?
Vous l'avez pas fait? Mais non, j'ai dit, on peut pas faire ça. Faut pas déconner, mais quand il serait capable de le faire. C'était sur quel film, ça? Mais c'était sur De Bernard Stora? Ouais, sur le remake du film avec Vanel et Belmondo. Le salaire de la peur? Non. Bon, Ouais. on coupera. On coupe. Ouais. On Mais c'est quand même. Moi, je suis très ami avec son maquilleur, qui est Charlie Coubesserian. Il l'a maquillé pendant 50 ans. Ils ont fait les 400 coups tous les deux. Hein. C'est des gamins. C'est des gamins. À un moment donné, moi, j'allais dîner avec eux. Je pouvais pas les suivre. Hein. À ce point. Ah, c'est des gamins. C'est la fête. Tous les gens qui l'ont vu dans ce rôle-là au théâtre en parlent avec beaucoup d'émotion. Est-ce que vous avez eu le bonheur de le voir jouer Keane lorsqu'il est remonté au théâtre à la toute fin des Mais non, années j'ai 80? pas pu le voir. Est-ce qu'il paraît que c'était une Mais merveille? bien sûr. On était malades. Alors, Ah ouais. et pour évoquer Jean-Paul Belmondo, vous l'avez évoqué avec beaucoup d'émotion, cette musique d'Ennio Morricone, Ah, Le Professionnel. Bah On oui. l'écoute. Le Professionnel, musique signée Ennio Morricone. Être devenu aujourd'hui un grand professionnel, c'est ça qui vous rend le plus fier aujourd'hui? Non, moi, c'est qu'il n'y ait pas d'arrêt. C'est ça. C'est que je continue. Quoi qu'il arrive. Vous avez l'angoisse du téléphone qui ne sonne pas? On peut l'avoir. Je l'ai eu beaucoup de fois. Hein. Mais bon, à chaque fois, il y a eu Non, mais quand même, c'est ce que dit mon épouse. Elle, par exemple, elle me dit j'attends le miracle de Noël. Mais c'est incroyable parce que il m'arrive toujours des trucs au dernier moment. Et ça vient. Mais ça vient. Donc, comme quoi, vous ne vous êtes pas trompé en quittant la décoration d'intérieur pour devenir décorateur de vie. Ouais, mais sinon, j'aurais fait des décors de théâtre. Mais aujourd'hui, je pourrais faire un décor de théâtre. Hein. Sans problème. Ben, bien sûr, c'est pour ça que ça m'intéresse toujours de les voir travailler. Parce que, et le décorateur sur les pièces sur lesquelles vous jouez, il a qu'à bien se tenir, le bonhomme. Quoi. Non, mais j'aime bien les voir travailler. Ça me plaît toujours. Hein. C'est quelque chose qui me plaisait énormément. Comme de peindre, de faire des tableaux. Ça m'a toujours plu, bien sûr. Daniel, on arrive au terme de notre émission. Déjà. Vous avez été nominé pour les Molières, pour les Césars, les Césars en 95 pour 9 mois. Pour les Molières, c'était pour les autres, je crois, en 2010. Vous avez reçu des mains de Frédéric Mitterrand la médaille de chevalier de la Légion d'honneur. Qu'est-ce qui vous reste aujourd'hui à acquérir? Qu'est-ce qui vous fait rêver aujourd'hui? Qu'est-ce que vous n'avez pas eu dont vous vous dites, tiens, là, les 30 ans qui viennent, j'aimerais bien choper ça, j'aimerais bien... c'est bien d'avoir dit les 30 ans qui viennent. Moi, j'aurais dit, parce que chez nous, on dit jusqu'à 120 ans. Donc, les 50 ans qui viennent... Non, mais moi, que ça continue, parce que ma vie est un miracle, c'est ce que je dis tous les jours, et que ça continue comme ça, quoi. Voilà. Je veux dire, c'est tellement... je profite de chaque jour, c'est toujours... C'est important pour moi de penser que j'aime pas le mot fin. C'est ça, c'est un truc qui vous... J'aime pas ça. Mais quand je termine une pièce, je suis malheureux. Quand une tournée se termine, je suis malheureux. Moi, c'est les séparations. Moi, c'est les séparations, c'est les fins voilà, ça me perturbe. J'aime pas le mot fin. Et ça tombe bien, puisque là, vous êtes en ce moment, je le rappelle, au théâtre, au début d'une grande aventure. Voilà. Albert et Charlie, c'est au Théâtre Montparnasse. Voilà. Donc, vous incarnez le rôle de Albert Einstein. Il faut vraiment venir vous voir en courant, parce que je crois que c'est vraiment... Ça fait partie des... Puis Christophe Lidon, le metteur en scène, a fait un travail formidable. Et vous vraiment. On va rappeler le nom de vos copains de scène. Il y a Jean-Pierre Laurie, qui joue le rôle de Charlie Chaplin. Et la petite Elisa Benizio, qui joue votre assistante. Voilà, ma petite gouvernante. Une toute dernière question que je pose à tous mes invités. Le plus beau cadeau que ce métier vous ait fait à ce jour, c'est quoi? Ma femme. Oui, puisque c'est grâce à ce métier que j'ai rencontré. Bon, on l'embrasse alors. On l'embrasse. Lucie, je t'embrasse. Merci beaucoup, Daniel. À très vite. Merci. Très vite.